Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles de notre civilisation en compagnie de 3 penseurs incontournables de ce XXIe siècle. C'est autour de 2 ouvrages que nous allons passer ce dialogue littéraire, Le mystère français de Hervé Lebras et Emmanuel Todd, ainsi que Petite Poucette de Michel Serres. À quoi ressemble vraiment la France d'aujourd'hui? Pour saisir la configuration actuelle de notre cher pays, Emmanuel Todd et Hervé Lebras, tous deux démographes, ont plongé au cœur des départements et des communes à travers une méthode cartographique méticuleuse. Les résultats de ces analyses sont assez surprenants. Ils nous en parlent dans leur ouvrage « Le mystère français » et tout de suite au micro de Laurence. Emmanuel Todd et Hervé Lebras, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le mystère français, un ouvrage paru aux éditions du Seuil en mars dernier. Un ouvrage dans lequel vous étudiez l'évolution de notre pays entre 1980 et 2010 en menant un travail de recherche empirique et en établissant, à travers l'établissement de 120 cartes. Alors tout d'abord en 1981, vous aviez publié un premier ouvrage ensemble, L'invention de la France, atlas anthropologique et politique, un ouvrage dans lequel vous aviez mis en avant la grande diversité territoriale de l'Hexagone. Alors est-ce que 30 ans après, vous avez retrouvé cette même diversité? Ce livre-là est beaucoup plus axé sur la notion de mouvement. C'est-à-dire que dans l'invention de la France, on faisait une sorte d'inventaire amusé et un peu pervers de la diversité. Là, on est parti de la constatation d'une accélération du progrès social. Donc c'est autre chose, ce n'est pas une diversité qui persiste malgré le fait qu'elle est en train de disparaître. Non, c'est une diversité qui est là, au stade actuel, indéfiniment et qui guide la modernité. En fait, c'est beaucoup plus fort comme résultat. Peut-être pas indéfiniment, mais au moins très longtemps, parce que plus ça touche des rapports quotidiens profonds entre des personnes qui sont proches, soit familialement, soit dans leurs activités, plus ces choses-là demeurent. On les appelait autrefois, le mot un peu vieilli, c'était les mœurs. Et les mœurs sont plus fortes que l'économie, elles sont plus fortes que la politique, et elles ont tendance justement à réapparaître quand la politique faiblit et quand l'économie faiblit, particulièrement ce qui se passe actuellement quand l'État-providence est en train de se déliter ou de non pas tomber en ruine. La France résiste assez bien, mais enfin il est menacé. Alors face à ce phénomène de système, cette importance des systèmes anthropologiques pendant toutes les mutations sociales, qu'en est-il du phénomène d'urbanisation? Est-ce que ça a une influence Au fond, au point de départ, on pensait, c'est très actuel, l'idée de la fracture urbaine ou la fracture territoriale, que désormais, ça y est, la France est unifiée, il y a des centres de grandes villes, il y a une première périphérie, il y a un périurbain, et puis il y a du rural profond. Et c'est vrai que les quelques premières cartes qu'on faisait montraient en partie cela, et puis très rapidement, on s'est aperçu que le vieux fond différentiel des provinces et des régions réapparaissait, et que quelque part, bien sûr c'est massif, l'urbanisation, les villes, mais au fond ça n'a pas eu une prise très forte sur justement les mœurs qui nous intéressent et qui sont le point fondamental des existences. Oui, la méthode cartographique du livre, qui a été mise au point par Hervé, permet de bien distinguer ce qui pourrait être effet culturel, anthropologique, de zones, et puis des phénomènes spécifiquement urbains. Il y a toujours une gradation centre-périphérie, mais on est dans diverses régions. Et je crois qu'en fait, ce qui s'est passé très très simplement, c'est que les très grandes agglomérations, enfin les grandes agglomérations comme Rennes, Marseille, ou Toulouse, ou Strasbourg, ou Lyon, ont simplement absorber la culture de leur périphérie. Et donc maintenant, on a des grandes cultures urbaines en France. Alors aujourd'hui, la France est dans une période plutôt morose. En tout cas, en lisant la presse, c'est ce qui ressort. Il y a une véritable crise. Et votre livre est plutôt optimiste dans ce monde, même s'il est nuancé. Il y a du bon et du moins bon, mais
il y a quand même un certain optimisme. Non, mais je pense, si vous voulez, que le ce pessimisme décalage absolu sur la France, c'est aussi un mépris de la France. C'est-à-dire comme si, sous prétexte que le taux de croissance était tombé à 0%, il n'est pas non plus à moins 10%, il est à 0%, alors ça y est, la France n'existait plus. Non, la France, il y a énormément de savoir, il y a énormément de complexité dans les rapports humains qui justement créent tout ce kaléidoscope anthropologique, et il y a de quoi reconstruire, mais c'est vrai que on a eu tendance à l'oublier, de la même manière qu'au début du livre, au fond, on le voyait moins bien qu'on l'a vu apparaître progressivement. Ça ne veut pas dire que ça se passera bien, notamment politiquement, ni peut-être bien économiquement. Là, c'est autre chose. L'économie, ça n'est pas que l'industrie quand même. Je veux dire, les étrangers qui arrivent en France, à Paris, etc., voient que la France est un pays qui tourne très bien. En fait, en termes d'efficacité sociale, la France reste un pays très moderne. Par contre, dans les couches supérieures, je pense aux politiques, je pense aux journalistes, il y a un élément d'affolement maintenant, de fébrilité. C'est les élites qui vont mal, en fait. Hein, donc, ils ne comprennent pas, et comme ils ne comprennent pas, ils se lancent dans des erreurs de gestion, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes, et ils sont un peu tétanisés. Donc cette fébrilité existe, mais finalement, elle est assez superficielle. Et elle pense qu'elle est aussi liée à une perte de culture scientifique chez les élites. Les élites croient que la science, c'est l'économie. C'est l'appel de Brest. Exactement. Appel à une réaffirmation des sciences. Dans son ouvrage Petite Poussette, Michel Serres, philosophe, s'interroge sur une révolution en marche, celle du numérique, du digital, qui touche les sociétés occidentales. Une révolution qui fait naître un nouvel humain, à qui il appartient désormais de tout reconstruire. Laurence lui a posé quelques questions, auxquelles il répond maintenant. Michel Serres, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Merci. librairie Dialogue. Très content. Alors, vous venez aujourd'hui nous présenter Petite Poussette, un manifeste paru aux éditions Le Pommier. Un manifeste qui mène une réflexion sur les révolutions induites par les nouvelles technologies et qui met en avant l'apparition d'une humanité nouvelle qui nous force à repenser notre rapport au monde. Alors, cette humanité, vous lui donnez un nom anonyme mais individué. Il s'agit de Petite Poussette. Alors, avant tout, comment Petite Poussette est-elle née dans votre esprit et pourquoi est-elle une femme ? Elle est née, comme d'habitude, par hasard, de façon circonstancielle. J'étais dans le métro et devant moi, il y avait une petite fille de 14-15 ans qui envoyait des textos à une vitesse telle que j'ai été complètement ébloui. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit « Mademoiselle, je suis un illettré ». Alors elle m'a regardé parce que je suis incapable évidemment d'envoyer les textos si vite. Et je ne lui ai pas dit que j'étais académicien, parce qu'académicien illettré, c'est un peu scandaleux, bien entendu. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que son habileté avec les pouces pouvait lui donner le nom de Petite Poussette, qui est un conte d'Andersen, comme vous le savez, qui fait un peu le pendant du Petit Poucet dans les contes de Perrault. Alors Petite Poussette, ça lui allait très bien. Alors pourquoi c'est une femme? Pour une raison très simple, c'est que j'enseigne depuis un demi-siècle presque, et que j'ai assisté pendant un demi-siècle à la victoire des femmes. Et par conséquent, je tenais à simplement honorer mes meilleurs étudiants ayant été mes étudiantes. Voilà. Alors, Petite Poussette, elle est née dans un monde en mutation, de profonde mutation. Elle vit en plus cette révolution numérique. Alors, en quoi est-ce que cette révolution numérique va la forcer à repenser son rapport au monde de la même manière que l'invention de l'écriture et l'imprimerie ont pu le faire? Oui, il y a eu en effet trois grandes révolutions. D'abord, le passage du stade oral au stade écrit, et ensuite du stade écrit au stade imprimé. Et dans chaque révolution, il y a eu des transformations sociales, politiques, financières, commerciales, religieuses extraordinaires. Et je crois qu'on peut pouvoir penser que cette troisième révolution induira... D'ailleurs, toutes les crises que nous vivons sont exactement ces bouleversements-là. Et je crois en effet que les nouvelles technologies ont été beaucoup dans ces bouleversements-là. Alors, comment ça bouleverse? Ça bouleverse probablement les relations humaines. C'est-à-dire, nous n'avons plus les mêmes relations avec les autres, et en particulier des relations de distance et de proximité. Vous voyez? Et il ne faut pas dire que les nouvelles technologies réduisent les distances, parce que l'âne, l'avion, la bicyclette avaient réduit les distances. Et la nouvelle technologie les annule. Et donc, Petite Poussette est dans une société de voisinage. Non seulement vous êtes ma voisine en ce moment, mais si vous tenez le portable et que quelqu'un vous appelle du Labrador, c'est aussi votre voisin.
Vous voyez, donc les appartenances sont en train de changer, de se transformer à cause de ça. Voilà. Et c'est ça, un changement de monde considérable. Ouais. Alors des petites poussettes, il y en a partout dans le monde. Il y a 3,7 milliards. Voilà. Elles sont citoyennes du monde avant d'être citoyennes d'un pays. Et elles n'ont pas, ou en tout cas de moins en moins d'appartenance. Ce qui pose peut-être un risque de solitude. Comment est-ce qu'on vit ensemble dans ce nouveau monde? Et est-ce qu'il faut recréer des appartenances selon vous? C'est une vraie question que vous posez là. C'est-à-dire les anciennes appartenances sont en train de se défaire peu à peu. On voit très bien, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'espérance de vie. Lorsque mes arrière-grands-parents se mariaient, ils se juraient fidélité pour 3 ou 5 ans, forcément. Et aujourd'hui, quand Petite Poussette se marie, ils se jurent fidélité pour 65 ans. Vous voyez, l'appartenance mariage, on lui donne le même nom, mais c'est plus la même chose. Vous voyez, c'est plus la même chose. Et c'est vrai à peu près pour tous les groupes aujourd'hui, c'est vrai pour la paroisse aussi bien que pour le parti politique. Vous voyez. Et les choses se défont. Mais ça s'est toujours passé. C'est-à-dire, à des appartenances anciennes se sont substituées peu à peu des appartenances nouvelles. La notion de nation est très récente, si vous regardez l'histoire, vous voyez. Bon. Et du coup, aujourd'hui, on assiste en effet au fait qu'il y a une augmentation de l'individualisme, de l'individualité. C'est pas mauvais, tout le monde dit que c'est de l'égoïsme, c'est du repli sur soi-même. Oui, mais on a payé très cher les appartenances. Vous savez, moi je suis assez vieux pour savoir quand même que les guerres du XXe siècle ont coûté 150 millions de morts. C'est beaucoup pour les appartenances. Alors qu'il y ait un peu de retour vers l'individu, c'est quand même pas trop mal. Vous voyez, bon. Et ces individus-là cherchent de nouvelles appartenances, vous avez raison. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup, vous savez, les amis sur Facebook ou sur YouTube, il y en a beaucoup de ces nouvelles appartenances. Il y a des essais de les retrouver, tout simplement. Et on va assister certainement à des renouveaux d'autres manières d'être ensemble. D'ailleurs, être ensemble, ça aussi, c'est une question que les nouvelles technologies posent. C'est-à-dire, tout le monde me dit, ah, ces gens qui sont toujours en train de faire sur les textos dans le métro, ils sont très seuls. Et je dis, vous n'êtes pas seul dans le métro quand vous n'avez pas de texto, quand vous n'avez pas de portable, tandis qu'ils sont avec quelqu'un. Donc c'est eux qui sont en communauté, et pas vous. Et les gens ne voient pas que ça se renverse de cette façon. Et voilà, ce dialogue littéraire est terminé. Je vous retrouve dès le mois prochain pour un focus sur la très attendue rentrée littéraire. À bientôt!